Ma fille de 17 ans a passé 3 jours à cuisiner pour 18 personnes pour la fête d'anniversaire de ma mère. Mon père a envoyé un SMS à la dernière minute, nous avons décidé de fêter ça au restaurant. C'est réservé aux adultes. Je n'ai pas fait de scène. J'ai fait ceci à la place. 15 heures plus tard, la porte a commencé à trembler. Salut, je suis Rachel, 35 ans, et mon cœur s'est brisé en voyant le visage de ma fille Camille s'effondrer. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous écoutez en ce moment dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur ce bouton j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû transformer un chagrin en opportunité. Ma relation avec mes parents, Éléonore et Gérard, a toujours été compliquée. Ma mère venait de la vieille fortune, le genre de famille dont le nom figurait sur les bâtiments universitaires. Toute son identité tournait autour de l'ascension sociale et du maintien des bonnes apparences. Elle suivait obsessionnellement les conseils d'administration caritatifs où elle siégeait et les clubs de golf UP qui avaient les bons critères d'adhésion. Chaque vacances, chaque réussite et chaque étape de notre famille était soigneusement orchestrée pour projeter une image de perfection. Mon père, Gérard, a bâti sa richesse grâce à un empire immobilier commercial. Il a commencé avec un petit projet de développement immobilier dans la vingtaine et l'a étendu à des centres commerciaux à travers 3 régions. Son succès était impressionnant, mais il s'accompagnait d'une obsession des apparences qui correspondait à celle de ma mère. Leur monde était centré sur l'impressionner les autres, leurs amis, leurs associés, même des étrangers. Leur validation venait de l'extérieur, et ils m'ont élevé pour suivre ce schéma. En grandissant, leur amour semblait conditionnel. Quand je rapportais des appartous, gagnais des tournois de tennis ou sortais avec le fils du partenaire commercial de mon père, il rayonnait de fierté. Mais quand je peinais en calcul, abandonner l'équipe de débat ou exprimer mon intérêt à devenir enseignante plutôt qu'avocate, leur déception était palpable. J'ai appris très tôt que leur approbation dépendait de la bonne image que je leur donnais. « Rachel, tiens-toi droite, Madame Moreau regarde », chuchotait ma mère lors des réceptions. « Tu devais vraiment porter ça ? Les Martin viennent avec leur fils », commentait mon père avant les dîners. Chaque réussite était mesurée à l'aune de ce qu'elle reflétait sur eux, chaque échec était une gêne personnelle. J'ai intériorisé ce message pendant des années, croyant que ma valeur venait de la validation externe. Quand j'avais 28 ans, ma vie soigneusement construite a implosé. Mon mariage avec Jacques, un banquier d'investissement prospère que mes parents adoraient, a pris fin après 4 ans. Le divorce a été amiable, mais dévastateur, surtout quand j'ai découvert que j'étais enceinte de 2 mois juste au moment où les papiers étaient finalisés. La réaction de mes parents a été prévisible, ma mère a pleuré sur ce que les gens diraient, mon père s'est inquiété du nom de famille. Aucun des deux ne semblait préoccupé par mon état émotionnel ou les défis d'une maternité célibataire imminente. Éléonore a même suggéré que je pourrais envisager des options, une référence voilée que j'ai immédiatement rejetée. Je gardais mon bébé, quelles que soient les circonstances. La naissance de Camille a cependant changé quelque chose dans la dynamique de notre famille. Bien que mes parents l'aient initialement considérée comme la preuve de mon échec, elle est rapidement devenue la joie inattendue de toutes nos vies. Ma mère a particulièrement noué un lien avec Camille qui a surpris tout le monde. Peut-être était-ce parce que Camille était naturellement douée de manière qu'Éléonore appréciait artistique, musicalement talentueuse et socialement adepte. Ou peut-être que le fait d'être grand-parent a adouci quelque chose chez Éléonore que la parentalité n'avait pas réussi. Quelle qu'en soit la raison, Camille adorait sa grand-mère, et Éléonore semblait l'aimer sincèrement en retour. J'ai fait tout mon possible pour maintenir des relations saines entre Camille et mes parents. J'ai ravalé ma propre peine quand ils annulaient nos plans à la dernière minute pour des engagements plus importants. J'ai souri à travers leurs critiques subtiles de ma parentalité. J'ai fait semblant de ne pas remarquer quand ils couvraient Camille de cadeaux coûteux tout en faisant des commentaires sur ma maison modeste ou mon choix de carrière. C'est dommage que tu sois coincé dans cette petite maison alors que tu aurais pu avoir tellement plu, disait ma mère en visitant, jetant un regard désapprobateur sur mon salon confortable mais simple. L'enseignement ? Je suppose que c'est gratifiant, même si le salaire est modeste, commentait mon père, soulignant le dernier mot comme si cela le peinait. Je suis devenue conseillère d'orientation au lycée, une carrière qui m'apportait une satisfaction véritable mais une déception perpétuelle de la part de mes parents. À leurs yeux, j'avais gâché mon potentiel et les avais embarrassés professionnellement. Mais mon travail, qui consistait à aider les adolescents à naviguer sur leur chemin, me donnait un but d'une manière que leur approbation n'avait jamais fait. Malgré l'histoire compliquée, Camille a développé une relation spéciale avec Éléonore. Elle partageait un amour de la musique classique, de la mode vintage et de la cuisine française.
Éléonore emmenait Camille au concert, au thé gourmand dans des hôtels chics et occasionnellement lors de virées shopping qui me faisaient froncer les sourcils devant l'extravagance mais sourire devant la joie de ma fille. C'est pourquoi le 70e anniversaire d'Éléonore signifiait tant pour Camille. Cela représentait une chance de rendre à la grand-mère qui lui avait montré des aperçus d'amour inconditionnel, même si ce même amour inconditionnel ne s'était jamais étendu à moi. L'idée a germé dans l'esprit de Camille 3 mois avant l'anniversaire d'Éléonore. Nous dînions chez mes parents, l'une de nos visites mensuelles, quand Éléonore a mentionné un plat français que sa propre grand-mère préparait pour les occasions spéciales, le coq au vin. Éléonore a soupiré avec mélancolie. Personne ne le fait comme grand-mère le faisait, avec ses petits oignons grelots et le cognac flambé juste à table. Une telle production, mais quel souvenir ces dîners créaient. J'ai immédiatement vu l'étincelle dans les yeux de Camille. Sur le chemin du retour, elle n'arrêtait pas de parler d'organiser un dîner d'anniversaire surprise. Maman, je pourrais apprendre à préparer tous les plats préférés de grand-mère de son enfance. On pourrait transformer notre maison, la rendre vraiment spéciale. Ce serait comme lui rendre des morceaux de sa propre enfance. J'ai hésité, connaissant le travail impliqué et les exigences strictes de ma mère. Chérie, c'est une belle pensée, mais c'est beaucoup de cuisine pour 18 personnes. Peut-être pourrions-nous faire quelque chose de plus petit? Camille a secoué la tête fermement. Non, ça doit être spécial. J'ai économisé avec mon travail à la librairie. Je peux me permettre les ingrédients si nous planifions soigneusement. Pendant les 3 mois suivants, Camille s'est transformée en historienne culinaire. Elle a appelé la vieille cousine de ma mère, Béatrice, pour recueillir des recettes de famille. Elle a recherché des techniques pour des plats qui n'étaient plus courants depuis les années 1950. Elle a créé des listes de courses méticuleuses, des tableurs de budget et des calendriers de préparation. La regarder avec une telle détermination m'a profondément ému. Elle a fait des quarts supplémentaires à la librairie locale, mettant soigneusement de l'argent de côté chaque semaine pour les ingrédients. Elle a pratiqué des techniques compliquées le week-end, maîtrisant la pâte à choux, clarifiant des bouillons et perfectionnant la température pour tempérer le chocolat. La semaine de l'anniversaire, Camille a demandé 3 jours de congé scolaire, chose que cette élève brillante n'avait jamais faite auparavant. Ses professeurs, connaissant son niveau scolaire et la raison de son absence, lui ont gracieusement fourni les devoirs à l'avance. Le premier jour de cuisine fut dédié aux desserts et aux éléments pouvant être congelés. Camille a préparé un opéra traditionnel avec 20 fines couches de biscuits à l'amande, de crème au beurre au café et de ganache au chocolat. Elle a préparé de la pâte à choux pour des choux à la crème qui seraient assemblés à la dernière minute. Elle a fait de la crème glacée maison au parfum préféré de l'enfance d'Éléonore, noix de pécan au beurre avec des rubans de caramel salé. « Tu trouves que la crème glacée est trop sucrée ?» a demandé Camille en m'offrant une cuillerée. Son visage était maculé de farine, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, mais ses yeux brillaient d'intention. « C'est parfait », les jeux assurés, émerveillé par son talent naturel. Grand-mère va adorer. Le deuxième jour fut consacré aux accompagnements, aux salades et à la marinade des plats principaux. Notre réfrigérateur s'est rempli de récipients de viande marinée, de légumes coupés et de sauces préparées. Camille se déplaçait dans notre cuisine avec une efficacité surprenante, consultant son calendrier détaillé toutes les heures. Elle a préparé une salade Waldorf classique, celle qui avait été servie au club de golf d'Éléonore quand elle était enfant. Elle a confectionné de minuscules tartelettes aux cornichons et au jambon à partir d'une recette parue dans le magazine féminin préféré de ma grand-mère en 1952. Elle a passé des heures à former des croquettes de pommes de terre miniatures, chacune parfaitement façonnée et prête pour la friture finale. Ce sont les préférés de grand-mère, a-t-elle expliqué en me montrant de délicates pointes d'asperges enveloppées de prosciutto. Arrière-grand-mère les servait lors de ses déjeuners de club de bridge. Au 3e jour, notre modeste maison avait été transformée. Camille avait loué des draps de table dans la teinte de bleu préférée d'Éléonore. Elle avait arrangé des fleurs dans des vases en cristal vintage empruntés à une voisine. Elle avait poli des chandeliers en argent qui avaient été un cadeau de mariage et que j'utilisais rarement. La table de la salle à manger était étendue à sa pleine longueur avec les 2 rallonges insérées. Camille avait créé des marque-places manuscrits pour les 18 membres de la famille, décorant chacun d'une petite illustration à l'aquarelle personnalisée pour l'invité. Pour Éléonore, elle avait peint une réplique miniature du chalet au bord du lac où ma mère avait passé ses étés d'enfance. La pièce de résistance était le gâteau d'anniversaire, une création à 3 étages recouverte de fondant bleu pâle avec des fleurs en sucre faites à la main en cascade sur un côté. Camille avait incorporé des photos de famille imprimées sur du papier comestible,
créant une chronologie de la vie d'Éléonore autour de l'étage inférieur. Tu penses qu'elle va aimer? A demandé Camille en ajustant une rose en sucre. C'est assez élégant. Ma gorge s'est serrée d'émotion. C'est le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. Elle sera bouleversée. Alors que le soir approchait, notre maison s'est remplie d'arômes alléchants. Le coq au vin mijotait, libérant des senteurs de vin, d'herbe et d'oignons caramélisés. Le bœuf Wellington reposait, sa pâte dorée et feuilletée. Des soufflets au fromage attendaient près du four, prêts à être cuits à la dernière minute. Camille venait de se changer, mettant une simple robe bleue assortie au décor, lorsque mon téléphone a sonné avec un SMS, un message qui allait tout changer. Le SMS est arrivé à 14h13, exactement 5 heures avant l'arrivée prévue des invités. J'ai aidé Camille à arranger les dernières décorations quand mon téléphone a sonné avec la notification distinctive de mon père. Pensant qu'il confirmait les détails, j'ai jeté un coup d'œil distrait. Le message disait « Nous avons décidé de fêter ça à la table gourmande à la place. C'est réservé aux adultes. Désolé pour le préavis tardif. » J'ai fixé l'écran, certaine d'avoir mal compris. Je l'ai lu encore et encore. Les mots sont restés inchangés, leur sens indéniable. Mes parents avaient unilatéralement changé les plans pour l'anniversaire d'Éléonore, sans nous consulter, sans considération pour l'effort monumental de Camille, et avec à peine des excuses pour le préavis tardif. Un SMS de suivi est apparu, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre à 20h. Table pour 20 à la table gourmande. Tenue de soirée exigée. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. La table gourmande était le restaurant le plus exclusif de la ville, le genre avec une liste d'attente de 6 mois et des entrées qui coûtaient plus d'un jour de mon salaire. Tenue de soirée exigée, signifiait que mon père attendait des smokings et des robes de soirée, et, réservé aux adultes, signifiait que Camille, la personne qui avait mis tout son cœur dans la célébration, n'était pas la bienvenue. J'ai immédiatement appelé mon père, mais l'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé ma mère, avec le même résultat. Avec une anxiété croissante, j'ai ouvert les réseaux sociaux et découvert des publications datant de 2 jours plus tôt, ma cousine Adèle partageant son enthousiasme pour la soirée élégante à la table gourmande, ma tante Diane demandant des idées de cadeaux appropriés pour une soirée sophistiquée. Ils avaient planifié cela il y a plusieurs jours. Tout le monde était au courant, sauf nous. J'ai reconstitué ce qui s'était passé grâce à des commentaires et des réponses éparpillées. La riche amie d'Éléonore, Pénélope, avait suggéré la table gourmande après avoir appris l'existence de notre modeste dîner à la maison. Elle avait des relations avec le propriétaire et pouvait obtenir le salon privé exclusif malgré la liste d'attente. Ma mère, incapable de résister à l'attrait de célébrer dans le lieu le plus prestigieux de la ville plutôt que dans la modeste maison de sa fille, avait accepté avec enthousiasme. La réalisation m'a frappé comme un coup physique, une fois de plus, l'image et le statut social importaient plus à mes parents que le lien authentique ou la considération. Le fait que ce soit aux dépens de Camille rendait cela insupportable. Je me tenais dans notre salle à manger magnifiquement décorée, entouré des preuves de l'amour et du travail de ma fille, et j'ai senti une colère familière monter, une colère que j'avais réprimée d'innombrables fois tout au long de ma vie. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait de Camille, et cela rendait les choses infiniment pires. À ce moment-là, je devais décider comment annoncer la nouvelle à ma fille, qui était dans la cuisine en train de mettre les dernières touches au gâteau d'anniversaire. Je pouvais l'entendre fredonner doucement, complètement inconsciente que ses efforts allaient être rendus inutiles. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré dans la cuisine. Camille a levé les yeux avec un sourire qui s'est rapidement estompé quand elle a vu mon expression. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai montré le SMS. Je ne pouvais pas me résoudre à adoucir le coup avec des platitudes ou des excuses. Elle méritait la vérité nue, même si cela ferait mal. Camille a lu le message 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout comme moi. Son expression ne s'est pas effondrée de manière dramatique. Il n'y a pas eu de larmes ni d'éclats immédiats. Au lieu de cela, quelque chose de plus déchirant s'est produit, j'ai vu une dévastation silencieuse envahir ses traits, suivie d'une compréhension résignée qui semblait beaucoup trop mature pour ses 17 ans. « Oh » a-t-elle dit doucement, « je vois. » Cette simple réponse m'a brisé plus que n'importe quelle larme n'aurait pu le faire, car je l'ai reconnu, c'était la même acceptation silencieuse que j'avais perfectionnée au fil des décennies de déceptions similaires. La réalisation que ma fille avait déjà appris à s'attendre à un tel traitement m'a retourné l'estomac. Ils devaient avoir leur raison, a dit Camille, sa voix petite mais déterminée à être compréhensive.
Elle a soigneusement posé la poche à douille qu'elle utilisait sur le gâteau. Peut-être que grand-mère préférait un restaurant. Non, ai-je interrompu fermement. Il n'y a aucune excuse pour ça, chérie. Ni pour le préavis de dernière minute, ni pour t'exclure, ni pour rien de tout ça. Camille a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle avait du mal à digérer le rejet. Ses yeux ont balayé la cuisine, le magnifique gâteau qu'elle avait passé des heures à décorer, les récipients de nourriture préparés avec tant de soin, les cartes de menu manuscrites empilées soigneusement sur le comptoir. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» a-t-elle demandé doucement, et la question m'a transpercé le cœur, car c'était exactement la question que je m'étais posée d'innombrables fois tout au long de mon enfance, face à l'approbation conditionnelle de mes parents. C'était la croyance intériorisée que si seulement j'avais été meilleure, plus intelligente, plus accomplie, plus douée socialement, alors peut-être aurais-je été digne de leur amour inconditionnel. À ce moment-là, en voyant l'histoire se répéter avec ma fille, quelque chose de fondamental a changé en moi. L'instinct protecteur qui m'a envahi ne concernait pas seulement cet incident précis, il s'agissait de briser un schéma générationnel de manipulation émotionnelle et d'amour conditionnel. « Tu n'as absolument rien fait de mal », ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes. Rien. Il ne s'agit pas de toi ou de quoi que ce soit que tu aies fait ou pas fait. Il s'agit d'eux et de leurs priorités. Camille a de nouveau hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle ne me croyait pas entièrement. Elle a jeté un coup d'œil au gâteau, le visage d'Éléonore souriant sur l'une des photographies comestibles, et un bref instant, son calme s'est fissuré. Je voulais juste la rendre heureuse, a-t-elle murmuré, une seule larme glissant sur sa joue. Cette larme silencieuse et unique, a été mon point de rupture. J'avais passé toute ma vie à m'adapter au comportement de mes parents, à excuser leurs actions, à protéger Camille de l'impact total de leur amour conditionnel. Mais debout dans notre cuisine, entouré des preuves de l'effort extraordinaire et de l'amour sincère de ma fille, je savais que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas contrôler les actions de mes parents, mais je pouvais contrôler la façon dont nous y répondions, et je refusais de laisser ce moment devenir une autre cicatrice sur le cœur de Camille. Mon premier instinct fut de rappeler mes parents et de déchaîner des décennies de frustration refoulée, d'exiger qu'ils reconnaissent la peine qu'ils avaient causée, d'insister pour qu'ils changent leur plan et honorent les efforts de Camille. Mais en regardant ma fille, encore en train de digérer sa déception avec une dignité tranquille, j'ai réalisé que la confrontation ne guérirait pas cette blessure. Elle pourrait satisfaire ma colère temporairement, mais elle ne résoudrait pas le problème plus profond. Camille avait besoin de savoir que son effort comptait, même si ce n'était pas pour les destinataires prévus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision qui privilégiait la guérison sur la confrontation. Camille, ai-je dit doucement, asseyons-nous un instant. Nous nous sommes assises à notre îlot de cuisine, entourés des fruits de son travail, la nourriture exquise, les belles décorations, l'amour versé dans chaque détail. Je suis furieuse contre tes grands-parents en ce moment, ai-je admis, choisissant l'honnêteté, mais je suis aussi incroyablement fière de ce que tu as accompli ici. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête. Il s'agissait de montrer de l'amour par l'action, et cela compte, quelle que soit la façon dont les autres réagissent. Camille a hoché la tête, essuyant la seule larme qui s'était échappée. Je sais. C'est juste que, je voulais vraiment que grand-mère voie tout. Je comprends, et je ne vais pas faire semblant que ça ne fait pas mal, parce que ça fait mal. C'est normal de se sentir déçu et bouleversé. Ces sentiments sont tout à fait valides. Nous sommes restés silencieux un instant, laissant la réalité de la situation s'installer autour de nous. Puis j'ai posé la question qui allait rediriger notre soirée, alors, qu'est-ce qu'on fait de toute cette nourriture incroyable que tu as préparée ? Camille a regardé autour d'elle, réfléchissant. Je suppose qu'on pourrait en congeler une partie, ou, ai-je dit, une idée se formant, nous pourrions toujours organiser un dîner, juste pour d'autres invités. Comme qui ? J'ai pensé au centre communautaire où je faisais du bénévolat 2 fois par mois, un endroit qui fournissait des ressources, des repas et de la camaraderie aux gens de tous horizons. Des gens qui apprécieraient sincèrement un repas fait maison, préparé avec soin. Et si on appelait Marlène au centre communautaire ? Demander si on pourrait organiser un dîner improvisé là-bas ce soir pour les gens qui apprécieraient vraiment ta cuisine incroyable ? J'ai regardé Camille considérer l'idée, une petite étincelle se rallumant dans ses yeux. On pourrait faire ça. On pourrait absolument. Et je parie qu'on trouverait plein de monde pour nous rejoindre avec juste quelques coups de fil. Camille a jeté un coup d'œil à la salle à manger, dressée pour 18 avec notre meilleure porcelaine et les draps loués. Mais qu'en est-il de toutes les décorations ? Nous les emballerons et les emporterons avec nous.
Nous transformerons le centre communautaire, tout comme nous l'avons fait pour notre salle à manger. Pour la première fois depuis la lecture du SMS, les lèvres de Camille se sont courbées en un petit sourire. Ça pourrait être vraiment sympa. Je lui ai serré la main. Ça n'effacera pas la douleur, chérie. Je ne ferai pas semblant que ça le fera. Mais ça pourrait nous aider à transformer cette déception en quelque chose de significatif. Nous avons agi rapidement. J'ai appelé Marlène, la directrice du centre communautaire, lui expliquant notre situation et lui demandant si nous pouvions utiliser l'espace à court terme. Rachel, vous plaisantez, a répondu Marlène avec enthousiasme. Nous serions honorés. Le centre est ouvert jusqu'à 21h ce soir de toute façon, pour le social hebdomadaire des seniors, mais seulement une dizaine de personnes viennent d'habitude. Avoir un dîner spécial serait incroyable. Ensuite, j'ai contacté des amis et des voisins. Ma meilleure amie Sarah et son mari Michel ont immédiatement proposé d'aider à transporter la nourriture et les décorations. Ma collègue Tania a promis de faire passer le mot parmi les enseignants de l'école. Mon voisin Franck, un chef à la retraite, s'est porté volontaire pour aider à servir et à maintenir les plats chauds à température parfaite. En moins d'une heure, nous avons eu une réponse écrasante. Les gens n'étaient pas seulement disposés à venir, ils étaient impatients d'aider, touchés par l'histoire de Camille et déterminés à rendre la soirée spéciale. Tandis que nous emballions les récipients de nourriture dans des glacières et mettions soigneusement le gâteau élaboré dans des boîtes, le moral de Camille a visiblement remonté. Ses mouvements sont devenus plus intentionnels, son expression plus déterminée. « Maman », a-t-elle dit soudainement, levant les yeux de l'emballage des choux à la crème, on pourrait inviter les résidents des Jardins du Sourire aussi ? Ceux qui n'ont jamais de visiteurs ? Les Jardins du Sourire étaient l'établissement pour personnes âgées où Camille faisait du bénévolat le week-end, lisant aux résidents et aidant avec les programmes d'activité. Beaucoup de résidents avaient rarement des visites de leur famille. C'est une belle idée, ai-je dit, sentant un élan de fierté pour le cœur compatissant de ma fille. J'appelle la directrice des activités tout de suite. Pendant que je prenais des arrangements avec les Jardins du Sourire, Camille a appelé plusieurs de ses professeurs préférés. Elle a hésité avant d'appeler Mademoiselle Leclerc, sa professeure d'art culinaire, qui lui avait fourni des conseils sur certaines des recettes les plus complexes. Je suis nerveuse de le dire à Mademoiselle Leclerc, a admis Camille. Elle était tellement excitée à l'idée que je prépare tous ces plats français traditionnels. Chérie, Mademoiselle Leclerc sera impressionnée par ta cuisine, quelle que soit la personne qui la mange, et je pense qu'elle sera encore plus impressionnée par la façon dont tu gères la situation. Camille a hoché la tête et a passé l'appel. D'après sa conversation animée et le sourire soulagé qui a suivi, j'ai pu dire que Mademoiselle Leclerc avait répondu avec la gentillesse et le soutien qui faisait d'elle une enseignante si aimée. Pendant que nous travaillions, j'ai remarqué la transformation de Camille. La dévastation initiale avait cédé la place à une action déterminée. Elle ne faisait pas seulement les choses par routine, elle était sincèrement excitée par le nouveau plan. Elle a commencé à suggérer des modifications pour rendre le dîner encore plus spécial pour nos nouveaux invités. Nous devrions nous assurer que tout est facilement accessible pour les seniors, a-t-elle dit en réorganisant les articles dans une glacière, et peut-être pourrions-nous créer de petits paquets de desserts à emporter pour que les gens puissent en profiter plus tard. Au milieu de l'emballage, Sarah et Michel sont arrivés pour aider. Alors que nous chargions leur SUV de décoration et d'articles de table, Sarah m'a prise à part. « Comment vas-tu avec tout ça ?» a-t-elle demandé doucement. « Je sais combien d'efforts vous avez tous les deux mis là-dedans. » J'ai jeté un coup d'œil à Camille qui expliquait soigneusement à Michel comment transporter le gâteau à 3 étages. Je suis en colère contre mes parents, ai-je admis, mais en regardant Camille transformer sa déception en quelque chose de beau, je suis juste incroyablement fier d'elle. Sarah m'a serré le bras. Elle a appris cette résilience de toi, tu sais. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Avais-je montré de la résilience ou avais-je montré de la tolérance face à un mauvais traitement ? La distinction semblait soudainement crucialement importante. À 18h, l'heure à laquelle les invités originaux auraient dû arriver chez nous, nous étions plutôt en train de nous installer au centre communautaire. Des bénévoles avaient aidé à transporter tout, et la transformation était remarquable. La simple salle polyvalente du centre était désormais ornée de tables élégantes, d'arrangements floraux et d'un éclairage doux provenant des bougies que Camille avait soigneusement choisies. Tandis que nous mettions les dernières touches à l'espace, j'ai vu ma fille diriger les bénévoles avec confiance et grâce. Quand les premiers résidents des Jardins du Sourire ont commencé à arriver, j'ai vu Camille redresser ses épaules et sourire, un sourire authentique qui atteignait ses yeux. À ce moment-là,
j'ai réalisé que nous ne sauvions pas seulement une soirée gâchée, nous créions quelque chose de bien plus significatif que ce que le plan initial aurait jamais pu être. Le centre communautaire s'est transformé d'un espace utilitaire en quelque chose de magique en un temps record. Les tables pliantes étaient recouvertes des draps bleus que Camille avait loués. Les chaises dépareillées du centre communautaire disparaissaient sous des housses de chaises blanches. Des guirlandes lumineuses scintillantes étaient accrochées le long des murs, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. À 18h30, les premiers invités ont commencé à arriver, des résidents des Jardins du Sourire, la plupart âgés de 80 à 90 ans, certains utilisant des déambulateurs ou des fauteuils roulants, tous vêtus de leurs plus beaux habits pour ce qui leur avait été annoncé comme un dîner surprise spécial. Monsieur Dubois, un vétéran de 85 ans sans famille restante, est arrivé vêtu d'un costume qui pendait lâchement sur sa mince silhouette, un pins commémoratif fané épinglé à son revers. « Jeune femme, a-t-il dit à Camille alors qu'elle le saluait, je n'ai pas porté ce costume depuis le mariage de mon petit-fils il y a 5 ans. Mais on m'a dit qu'une belle jeune fille avait préparé un dîner chic, alors je devais m'habiller en conséquence. » Le visage de Camille s'est illuminé de plaisir alors qu'elle l'escortait vers une chaise à la table d'honneur. « Je suis si contente que vous l'ayez porté, monsieur Dubois. Vous êtes très élégant. » Ensuite est venue la famille Moreau, un jeune couple avec 3 enfants qui traversait de grandes difficultés financières après que monsieur Moreau ait perdu son emploi. Madame Moreau avait les larmes aux yeux en voyant le cadre élégant. « Nous n'avons pas pu manger au restaurant depuis des mois, m'a-t-elle chuchoté. Les enfants sont tellement excités. Ils ont répété leur manière de restaurant tout l'après-midi. Mademoiselle Leclerc, la professeure d'art culinaire de Camille, est arrivée avec sa mère âgée. Elle a immédiatement cherché Camille, l'enlaçant chaleureusement. « Je suis si fière de toi, je l'ai entendu dire, pas seulement pour la cuisine, mais pour ton esprit généreux. C'est la véritable marque d'un chef, l'adaptabilité et la générosité. » À 19h, la salle était remplie d'un mélange éclectique de personnes, des seniors des Jardins du Sourire, des habitués des programmes du centre communautaire, des professeurs de l'école de Camille, des voisins, des amis, et même quelques-uns de mes étudiants en counseling qui voulaient nous soutenir. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'atmosphère authentique. Contrairement aux événements sociaux soigneusement orchestrés que mes parents préféraient, où les conversations étaient stratégiques et les apparences primordiales, ce rassemblement vibrait d'une connexion authentique. Des gens qui ne s'étaient peut-être jamais rencontrés discutaient comme de vieux amis. L'âge, le statut socio-économique et l'origine fondaient dans la chaleur de l'humanité partagée. Quand les 43 invités furent arrivés, bien plus que les 18 initialement prévus, Camille se leva nerveusement pour accueillir tout le monde. « Merci à tous d'être venus à si court préavis », commença-t-elle, sa voix d'abord tremblante mais devenant plus forte. Ce dîner était initialement prévu pour le 70e anniversaire de ma grand-mère, mais les plans ont changé de manière inattendue. Au lieu de cela, je suis honoré de le partager avec vous tous. La sincérité de sa voix a touché tout le monde. Il n'y avait pas besoin d'expliquer davantage, la plupart connaissaient déjà l'histoire grâce au bouche-à-oreille rapide de la communauté. Tout ce que vous mangerez ce soir a une histoire, a poursuivi Camille. Ce sont des plats de l'enfance de ma grand-mère, des recettes qui sont dans notre famille depuis des générations. J'espère que vous les apprécierez autant que j'ai apprécié les préparer pour vous. Au début du service, avec les amis de Camille de l'école se portant volontaires comme serveurs, j'ai observé nerveusement les réactions des gens au menu sophistiqué. Le coq au vin serait-il trop exotique? Les délicates pointes d'asperges enveloppées de prosciutto sembleraient-elles trop prétentieuses? Mes inquiétudes se sont dissipées en observant la véritable appréciation sur chaque visage. Monsieur Dubois a fermé les yeux de béatitude après avoir goûté le bœuf Wellington. « Jeune femme, a-t-il appelé à Camille. Je n'ai pas mangé d'aussi bon plat depuis Paris en 1960, et j'ose dire que le vôtre est peut-être meilleur. » Les enfants Moreau, initialement intimidés par les couverts formels, s'exclamaient maintenant de joie devant les minuscules soufflés au fromage. « C'est comme manger un nuage », s'est exclamé le plus jeune. Madame Sanchez, une femme âgée du programme d'anglais du centre communautaire, s'est approchée de Camille les larmes aux yeux. « Dans mon pays, avant que je vienne en France, ma mère préparait des repas spéciaux comme ça. Vous m'avez rendu un souvenir que je pensais perdu. » Tout au long de la soirée, les gens ont continué à s'approcher de Camille avec des compliments, des questions sur les recettes et des expressions de gratitude. J'ai vu ma fille s'épanouir sous leur véritable appréciation. Il n'y avait pas de prétention ici, pas d'obligation sociale motivant leurs éloges, juste un plaisir et une gratitude honnête. Quand vint l'heure du dessert,
Camille hésita brièvement avant d'apporter le gâteau d'anniversaire richement décoré. Elle avait enlevé l'inscription « Joyeux 70e anniversaire Éléonore », mais avait gardé la chronologie des photos, qui devint maintenant un sujet de conversation plutôt qu'un hommage personnalisé. C'était censé être un gâteau d'anniversaire, expliqua-t-elle tandis que les gens admiraient le travail, mais je pense qu'il fonctionne parfaitement comme une célébration de la communauté. Monsieur Dubois, qui était devenu en quelque sorte un invité d'honneur à la table principale, se leva d'une manière chancelante, son verre d'eau levé. J'aimerais proposer un toast, annonça-t-il, sa voix tremblante mais claire. À Camille, qui a transformé la déception en un cadeau pour nous tous. Et à la communauté, la famille que nous choisissons. À la communauté, firent écho tous, levant leurs verres. Tandis que les gens savouraient le magnifique gâteau et les autres desserts, quelqu'un connecta un téléphone au système de sonorisation du centre, jouant de doux standards de jazz, le genre de musique qui plaisait à toutes les générations présentes. Monsieur Lefebvre, un homme de 92 ans alerte des Jardins du Sourire, a invité Mademoiselle Leclerc à danser, et bientôt une petite piste de danse s'est formée dans le coin. Les enfants Moreau ont organisé un jeu de chaises musicales pour les plus jeunes, tandis que certains seniors enseignaient aux amis de l'école de Camille comment jouer au bridge à l'une des tables. Les barrières qui séparent habituellement les gens à âge, origine, circonstances semblaient se dissoudre à mesure que la soirée avançait. Je me suis retrouvé assise avec Sarah, observant Camille se déplacer dans la pièce, s'assurant que tout le monde avait assez à manger, engageant des conversations et rayonnant absolument de la joie de servir les autres. « Regarde là » a dit Sarah doucement. Je ne pense pas l'avoir jamais vue aussi confiante. Je sais, ai-je répondu, ressentant un mélange complexe d'émotions. Elle a trouvé quelque chose ici qu'elle n'aurait pas vécu lors du dîner original. Alors que la soirée se prolongeait bien au-delà de l'heure de fin prévue, personne ne semblait pressé de partir. J'ai remarqué Camille profondément en conversation avec Monsieur Dubois. Il semblait décrire quelque chose avec des gestes animés, et elle prenait des notes sur une serviette. Plus tard, elle a expliqué avec enthousiasme, Monsieur Dubois était chef dans l'armée. Il m'apprend sa recette secrète pour le parfait roux. Il dit que c'est une recette de famille depuis des générations, mais comme il me considère maintenant comme une membre honoraire de sa famille, j'ai le droit de la connaître. Ce moment a cristallisé le cadeau inattendu de la soirée, de nouvelles connexions qui ne se seraient jamais formées autrement. Camille ne servait pas seulement de la nourriture, elle recueillait des histoires, nouait des relations et expérimentait la véritable appréciation que ses efforts méritaient. Au moment où nous avons commencé à ranger, vers 22h, 3 heures plus tard que prévu, Camille était épuisée mais rayonnait de bonheur. Alors que les bénévoles aidaient à nettoyer, les gens continuaient à s'approcher pour la remercier, pour demander des recettes, pour l'inviter à cuisiner pour d'autres événements communautaires. Les enfants Moreau avaient soigneusement emballé des récipients à emporter pour tout le monde, l'idée de Camille, garantissant que les seniors des Jardins du Sourire auraient un autre délicieux repas le lendemain. Alors que nous chargions les dernières de nos fournitures dans la voiture de Sarah, Camille s'est tournée vers moi, les yeux brillants malgré son épuisement. « Maman » a-t-elle dit doucement, « je suis vraiment contente que les choses se soient passées comme ça. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que si nous ne pouvions pas contrôler la façon dont les autres nous traitaient, nous avions un contrôle total sur la façon dont nous répondions. Ma fille avait choisi la générosité plutôt que l'amertume, la communauté plutôt que l'exclusivité, et le lien authentique plutôt que la performance sociale. Ce faisant, elle m'a enseigné une leçon que j'avais eu du mal à apprendre toute ma vie. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de notifications. Des gens avaient posté des photos et des vidéos du dîner communautaire sur les réseaux sociaux, taguant Camille et louant ses talents culinaires et son esprit généreux. Notre page de quartier local a présenté plusieurs publications sur la jeune chef incroyable et son festin communautaire réconfortant. J'ai fait défiler des dizaines de commentaires, souriant devant la véritable appréciation exprimée par les gens. Mademoiselle Leclerc avait posté un hommage particulièrement touchant, en tant que professeur d'art culinaire, je rencontre parfois des élèves dotés d'un talent exceptionnel. Il est rare que je rencontre des élèves dotés d'un caractère exceptionnel. Camille possède les deux en abondance. Hier soir, elle a fait preuve de grâce sous la pression, transformant une déception personnelle en joie communautaire. Ses compétences techniques sont impressionnantes, mais c'est son cœur qui la rendra vraiment réussie dans la vie et dans le monde culinaire. Camille dormait encore, épuisée par 3 jours de cuisine et les montagnes russes émotionnelles de la veille, lorsque mon téléphone a sonné avec la sonnerie distinctive de ma mère. J'ai hésité avant de répondre, encore à vivre de la déception d'hier. « Bonjour maman » ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « Rachel » commença Éléonore,
son ton étrangement tendu, j'ai vu les publications sur une sorte de dîner communautaire. Bien sûr qu'elle l'avait vu. Éléonore surveillait les réseaux sociaux méticuleusement, toujours préoccupée par l'apparence familiale et le statut social. Oui, ai-je simplement répondu, sans donner plus d'explications. Un silence gênant s'était tiré entre nous. Finalement, Éléonore a de nouveau parlé. Ça avait l'air sympa. Très charitable de votre part à toutes les deux. Le mot « charitable », avec son implication de noblesse oblige plutôt que de connexion authentique, a ravivé la colère que j'avais contrôlée. Ce n'était pas de la charité, maman. C'était de la communauté. Et ça s'est passé parce que Camille a passé 3 jours à cuisiner un dîner d'anniversaire élaboré pour vous, pour se voir dire 5 heures avant que vous aviez décidé d'aller à la table gourmande à la place, sans enfants autorisés. Un autre silence. Puis, eh bien, Pénélope a utilisé ses relations pour nous obtenir la salle privée à la table gourmande. C'était assez exclusif. Nous pouvions difficilement refuser. En fait, si. Vous auriez pu dire, ma petite fille a planifié un dîner spécial depuis des mois, nous sommes engagés là-dessus. Rachel, sois raisonnable. C'était la table gourmande. La liste d'attente est. Je me fiche que la liste d'attente soit de 3 ans, ai-je interrompu, me surprenant par ma fermeté. Camille a mis son cœur dans ce dîner pour vous. J'ai entendu des voix étouffées, puis mon père est intervenu. Rachel, c'est ridicule. Tu fais une scène pour rien. Éléonore a eu un bel anniversaire. Tu as choisi de ne pas nous rejoindre, c'était ta décision. Non, papa. Vous avez exclu votre seule petite fille de l'anniversaire de sa grand-mère après qu'elle ait passé 3 jours à cuisiner un repas gastronomique spécialement conçu autour des plats d'enfance préférés de maman. C'était votre décision. Maintenant écoute-moi bien, la voix de Gérard a pris le ton autoritaire qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance quand j'osais le défier. Je n'apprécie pas que tu étales les affaires familiales sur les réseaux sociaux. C'est embarrassant. Quelque chose s'est brisé en moi. Des décennies d'adaptation à leur comportement, d'excuses pour leur amour conditionnel, de priorisation de leur confort sur mon propre bien-être. Tout s'est cristallisé dans une clarté parfaite. Ce qui est embarrassant, ai-je dit, ma voix posée malgré mon cœur battant la chamade, c'est la façon dont vous avez constamment valorisé les apparences au détriment des relations. La façon dont vous avez montré à plusieurs reprises à Camille que votre statut social compte plus que ses efforts et son amour. La façon dont vous avez créé un schéma de déception qu'elle commence à accepter comme normal, tout comme je l'ai fait pendant des années. C'est absolument. Je n'ai pas fini, ai-je continué, me surprenant par mon assurance. Pendant des années, j'ai excusé votre comportement. J'ai fait semblant que ça ne faisait pas mal quand vous annuliez des plans à la dernière minute pour des engagements plus importants. J'ai souri à travers vos critiques de ma maison, de ma carrière, de ma parentalité. J'ai fait tout mon possible pour maintenir une relation entre vous et Camille parce que je pensais qu'avoir des grands-parents dans sa vie, même imparfaits, valait mieux que pas de grands-parents du tout. J'ai pris une profonde inspiration avant de continuer. Mais hier, vous avez dépassé les bornes, et je ne laisserai pas Camille normaliser le genre d'amour conditionnel avec lequel j'ai grandi. Elle mérite mieux. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Finalement, ma mère a parlé, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Qu'est-ce que tu dis, Rachel? Je dis qu'à l'avenir, notre relation doit changer. Je fixe des limites. Si vous voulez faire partie de nos vies, vous devez démontrer par des actions, pas des mots, pas des cadeaux, pas des opportunités sociales, que vous valorisez Camille pour ce qu'elle est, pas pour l'image qu'elle vous donne. C'est absurde, a interjeté mon père. Nous avons tout donné à cette fille. Les vêtements, les leçons de musique, les choses. J'interromps. Vous lui avez donné des choses. Ce dont elle avait besoin, c'était de votre présence, de votre intérêt sincère, de votre volonté d'être là pour elle, même quand cela ne correspondait pas à votre calendrier social. La conversation a continué en rond, mes parents alternant entre la défensive, la minimisation et des aperçus occasionnels de véritable confusion quant à ma perspective. Il était clair qu'ils ne comprenaient vraiment pas l'impact de leurs actions, que leur vision du monde était tellement centrée sur la validation externe qu'ils ne pouvaient pas concevoir de prioriser les relations sur les apparences. À la fin de l'appel, rien n'était résolu, mais quelque chose avait fondamentalement changé, j'avais dit ma vérité clairement et fixé des limites fermes pour la première fois de ma vie. Plus tard cet après-midi-là, Éléonore a appelé Camille directement. J'ai offert à ma fille de la laisser seule pour la conversation,
mais elle a secoué la tête, mettant le téléphone sur haut-parleur alors que nous étions assises ensemble sur le canapé. « Chérie Camille », commença Éléonore, sa voix tentant de retrouver sa chaleur habituelle soigneusement cultivée, « je voulais prendre de tes nouvelles. Ta mère semble assez bouleversée par hier. » Camille m'a regardé, cherchant des conseils, mais j'ai simplement hoché la tête avec encouragement. C'était sa relation, sa douleur, son opportunité de s'exprimer. « J'ai été déçue, grand-mère », a dit Camille simplement. « J'ai travaillé très dur sur ce dîner pour vous. » « Oui, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Les obligations sociales, tu comprends, quand tu seras plus âgé. » « Je ne suis pas sûr que l'âge ait quoi que ce soit à voir avec ça, » a interrompu Camille doucement. « Il s'agit de priorités, n'est-ce pas ?» La sagesse dans sa réponse, faisant écho aux mêmes réalisations que j'avais eues, a fait gonfler mon cœur de fierté. « Eh bien. » Éléonore a semblé vraiment décontenancée. Nous avons passé une belle soirée à la table gourmande. Peut-être pourrais-tu nous préparer ces plats une autre fois, un dîner privé. Camille a répondu d'une voix non engageante, mais je pense en fait à lancer un dîner communautaire mensuel au centre. Monsieur Dubois et certains des autres seigneurs veulent m'apprendre leurs recettes de famille. J'ai vu Camille établir subtilement mais fermement sa propre limite, sans couper les ponts avec sa grand-mère, mais sans se précipiter pour l'accommoder non plus. Dans les jours qui ont suivi, divers membres de la famille ont pris contact, ayant entendu des versions de l'histoire par le bouche à oreille familial. Certains défendaient mes parents, citant leur générosité et leur statut de manière prévisible. D'autres, étonnamment, ont exprimé leur soutien. Ma sœur Jennifer a appelé en milieu de semaine, sa voix inhabituellement hésitante. J'aurais dû dire quelque chose quand maman a changé les plans, a-t-elle admis. Je savais pour le dîner de Camille. Ça ne me semblait pas juste, mais tu sais comment ils sont. Oui, je sais, ai-je acquiescé. C'est pourquoi je dis enfin quelque chose. C'est courageux, a dit Jennifer après une pause. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Ces mots m'ont fait réaliser que fixer des limites ne concernait pas seulement la protection de Camille, il s'agissait de briser des schémas générationnels qui avaient affecté toute ma famille. La semaine suivant l'incident fut émotionnellement épuisante, mais finalement clarifiante. Établir des limites avec des parents qui ne les avaient jamais respectées a entraîné une résistance prévisible, voyage de culpabilité et tentative de manipulation. Mais observer Camille gérer l'expérience avec une telle maturité m'a donné de la force. Je suis toujours triste de ce qui s'est passé, m'a-t-elle confié un soir alors que nous préparions le dîner ensemble, un repas simple après le marathon culinaire élaboré de la semaine précédente. Mais je n'arrête pas de penser à Monsieur Dubois disant qu'il n'avait pas eu un repas fait maison comme ça depuis des années, et aux enfants moraux tellement excités par les desserts sophistiqués. Ça faisait vraiment du bien de rendre les gens heureux. Tu as fait plus que les rendre heureux, lui ai-je dit. Tu as créé du lien. C'est un cadeau rare et précieux. Camille a hoché la tête pensivement. Je crois que je comprends quelque chose maintenant, maman, à propos de grand-mère et grand-père. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tellement occupés à essayer d'impressionner les gens qu'ils ratent l'occasion de réellement créer des liens avec eux. Et ça me semble vraiment solitaire. Sa perspicacité, compatissante même face à sa propre douleur, m'a profondément ému. Ma fille avait compris quelque chose qu'il m'avait fallu des décennies pour saisir, que le comportement de mes parents ne provenait pas de la force, mais de l'insécurité, non pas de la malice, mais d'une incompréhension fondamentale de ce qui compte vraiment dans la vie. Au fil de la semaine, j'ai remarqué de petits changements hésitants dans la communication d'Éléonore, des SMS qui semblaient moins théâtraux, des questions qui semblaient plus sincèrement intéressées par les activités de Camille. Reste à voir si cela représentait un réel changement ou de simples ajustements tactiques. Mais pour la première fois, je n'essayais pas anxieusement d'interpréter et d'accommoder leur comportement, je l'observais simplement, y répondant de manière authentique et maintenant les limites que j'avais établies. C'était inconfortable, parfois douloureux, mais c'était aussi, à sa manière, libérateur. Un mois après l'incident du dîner d'anniversaire, des changements subtils mais significatifs s'étaient produits dans la dynamique de notre famille. Éléonore avait commencé à faire des efforts hésitants pour réparer sa relation avec Camille. Elle appelait plus régulièrement, posait des questions sur les centres d'intérêt de Camille et a même assisté à l'une de ses représentations chorales à l'école, assise tranquillement dans le public sans attirer l'attention sur elle, un départ notable de son comportement habituel. Gérard est resté plus résistant au changement, sa communication restait principalement axée sur les choses matérielles, offrant d'acheter à Camille un nouvel ordinateur portable, suggérant des programmes d'été exclusifs plutôt qu'une connexion authentique.
mais même lui a montré de petits signes de prise de conscience, posant occasionnellement des questions sur les dîners communautaires qui étaient devenus le projet passion de Camille. Ces dîners mensuels étaient passés d'une solution impromptue à une tradition significative. Le centre communautaire s'était officiellement associé à Camille pour organiser la table partagée, un événement mensuel où des personnes de tous horizons partageaient un repas ensemble. Chaque dîner mettait en vedette des recettes apportées par les membres de la communauté, avec Camille coordonnant une équipe de cuisiniers bénévoles. La confiance que j'observais chez ma fille était désormais remarquable. Elle se déplaçait dans la cuisine avec autorité, enseignant aux seniors comme aux enfants comment préparer des plats de diverses cultures. Sa capacité naturelle à enseigner me rappelait moi-même, bien que ses talents culinaires dépassent de loin les miens. Maman, Monsieur Dubois m'a appris aujourd'hui sa recette de gombo créole de grand-mère, a-t-elle annoncé avec enthousiasme après une session de bénévolat. Il a dit que c'est un secret de famille, mais comme il me considère maintenant comme une membre honoraire de la famille, j'ai le droit de la connaître. Ces nouvelles connexions, cette famille choisie qui s'était formée autour de passions partagées et d'une appréciation authentique, avait guéri la blessure du rejet d'une manière que je n'avais pas anticipée. Camille ne se remettait pas seulement d'une déception, elle s'épanouissait grâce à la nouvelle voie qu'elle avait révélée. Un mercredi soir, alors que nous nettoyions après le dîner, Camille a mentionné en passant qu'elle avait décidé de son orientation universitaire. Je veux étudier les arts culinaires avec une spécialisation en anthropologie alimentaire, a-t-elle dit en rinçant une assiette. Apprendre l'importance culturelle et historique des recettes traditionnelles, peut-être éventuellement écrire un livre de cuisine sur les recettes de familles immigrées et les histoires qui se cachent derrière elles. Ça te va parfaitement bien, ai-je répondu, sincèrement impressionné par la profondeur de son projet. Ton travail au centre communautaire a vraiment façonné cette vision, n'est-ce pas? Camille a hoché la tête. Si grand-mère avait assisté à ce dîner d'anniversaire, je serais peut-être encore concentré sur la cuisine française chic et le fait d'impressionner les gens. Maintenant, je comprends que la nourriture est vraiment une question de connexion et de préservation de la culture. Monsieur Dubois m'a appris ça, Madame Sanchez aussi. La sagesse de son observation m'a profondément frappé. Ce qui avait commencé comme un rejet douloureux avait redirigé le talent et la passion de Camille vers quelque chose de plus significatif que d'impressionner des cercles sociaux d'élite. Elle développait une philosophie culinaire ancrée dans la communauté et l'appréciation culturelle, plutôt que l'exclusivité et le statut. Alors que le printemps avançait vers l'été, Camille a reçu une opportunité inattendue, un journal local avait couvert l'un de ses dîners communautaires, et un représentant d'une école de cuisine à Paris l'a contacté au sujet de leur programme d'été pour jeunes chefs prometteurs. Il m'offre une bourse, a-t-elle expliqué en me montrant l'email. 2 semaines de formation intensive axée sur les techniques traditionnelles du monde entier. C'est incroyable, me suis-je exclamé en lisant l'invitation élogieuse de la prestigieuse école. Tu vas accepter? Camille a mordu sa lèvre pensivement. Je veux bien, mais ça chevauche le week-end du gala de charité de grand-mère. Elle espérait que j'y assiste. J'ai étudié le visage de ma fille, reconnaissant le conflit qu'il y avait là, le désir de poursuivre sa passion contre l'espoir persistant de l'approbation de sa grand-mère. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point la dynamique de notre famille était devenue plus saine. Camille ne sacrifiait pas automatiquement son opportunité pour les préférences d'Éléonore, elle pesait ses options avec discernement. À quoi penses-tu, ai-je demandé, veillant à ne pas influencer sa décision. Je pense que le gala de grand-mère a lieu chaque année, mais cette opportunité est spéciale, a-t-elle dit lentement. Et je crois qu'une partie du respect de soi, c'est de prioriser sa croissance parfois. J'ai hoché la tête, la poitrine serrée de fierté devant sa conscience d'elle-même. Je pense que c'est très sage. Quand Camille a appelé Éléonore pour lui expliquer sa décision, j'ai observé nerveusement, incertaine de la réaction de ma mère à ne pas être la priorité. À ma surprise, la réaction d'Éléonore a été mesurée. Eh bien, cela semble être une opportunité précieuse, a-t-elle dit après une brève pause. Peut-être pourrions-nous déjeuner avant ton départ pour Paris? J'aimerais en savoir plus sur ce programme. Ce n'était pas un soutien effusif, mais c'était de l'acceptation, un petit mais significatif pas vers une relation plus saine. Alors que l'été approchait, notre nouvelle normalité a continué d'évoluer. Les limites que j'avais établies créaient des tensions occasionnelles, mais finalement des interactions plus authentiques. Au lieu de jouer des rôles basés sur des attentes, nous apprenions progressivement à nous relier les unes aux autres en tant qu'êtres humains réels et imparfaits. Un soir, après avoir terminé la préparation du dîner communautaire mensuel, Camille et moi nous sommes assises sur notre balançoire de Porsche, profitant de l'air chaud de juin. Maman,
a-t-elle dit pensivement, j'ai beaucoup réfléchi au pardon ces derniers temps. Oh. Ai-je lancé, curieuse de ses pensées. J'ai été vraiment blessée quand grand-mère et grand-père nous ont fait faux bond pour le dîner d'anniversaire. J'ai mis tellement de moi dans ce repas, elle traçait des motifs sur son verre de limonade. Mais je ne suis plus en colère. Pas vraiment. C'est une perspective généreuse, ai-je noté. Il ne s'agit pas qu'il mérite le pardon, a clarifié Camille, il s'agit de moi qui ne veux plus porter cette douleur. Et de réaliser qu'ils sont limités par leur propre compréhension de ce qui compte. Sa perspicacité, si mature pour ses 17 ans, m'a profondément ému. Camille avait saisi quelque chose qu'il m'avait fallu des décennies pour comprendre, que le pardon ne consiste pas à excuser un comportement nuisible, mais à se libérer du fardeau du ressentiment. De plus, a-t-elle poursuivi avec un petit sourire, s'il n'avait pas annulé, je n'aurais peut-être jamais rencontré Monsieur Dubois ou commencé les dîners communautaires. Parfois, les déceptions mènent à des cadeaux inattendus. Alors que je réfléchissais au chemin parcouru le mois dernier, j'ai réalisé que l'incident douloureux avait catalysé une croissance pour nous deux. J'avais enfin trouvé le courage d'établir des limites saines avec mes parents après des décennies d'adaptation. Camille avait découvert un objectif plus profond pour ses talents culinaires et développé une résilience qui lui servirait toute sa vie. Nous ne pouvions pas contrôler la façon dont les autres nous traitaient, même ceux qui devraient nous aimer inconditionnellement, mais nous pouvions contrôler la façon dont nous répondions à la déception. Nous pouvions choisir l'amertume ou la croissance, l'isolement ou la communauté, le ressentiment ou la transformation créative. Le SMS qui avait initialement brisé nos plans avait finalement renforcé nos esprits. Le dîner préparé avec tant de soin avait trouvé ses destinataires parfaits, même s'ils n'étaient pas les invités initialement prévus. Et l'amour que Camille avait mis dans sa cuisine lui était revenu multiplié, grâce à la véritable appréciation des personnes qui valorisaient ses efforts sans condition. Alors que le soleil d'été se couchait derrière notre modeste maison, j'ai réalisé que c'était la leçon la plus précieuse que j'aurais pu enseigner à ma fille, que notre valeur n'est pas déterminée par la validation des autres, que la connexion authentique compte plus que le statut social, et que parfois, les plus belles opportunités émergent de nos plus grandes déceptions. Si vous avez déjà dû transformer une déception en quelque chose de beau, j'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous géré une situation où les plans ont échoué ou quelqu'un vous a laissé tomber? Quels cadeaux inattendus sont ressortis de cette expérience? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si le parcours de Camille a résonné en vous, de vous abonner pour plus d'histoires sur la résilience et la croissance, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que le rejet peut parfois être une réorientation vers quelque chose de meilleur. Merci de faire partie de notre communauté et souvenez-vous que les connexions les plus significatives surviennent souvent lorsque nous ouvrons nos cœurs à des possibilités inattendues.